Nous sommes toujours sur le chapitre 10 qui concerne l'intensité de la concurrence sur les marchés. Nous allons voir la deuxième partie, c'est-à-dire les deux prochains points du chapitre, à savoir tout d'abord l'élasticité prix-demande et l'élasticité croisée. Alors, l'élasticité prix-demande tout d'abord. Alors, elle est définie par le rapport entre la variation relative de la quantité demandée et la variation relative du prix. C'est tout simple, elle permet de mesurer la variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien lorsque son prix varie. C'est-à-dire, quand le prix varie pour un article, si c'est le pain par exemple, est-ce que la demande augmente ou est-ce que la demande diminue? Et donc, c'est l'élasticité prix-demande qui va nous permettre d'évaluer si cette demande augmente quand le prix augmente ou si elle diminue quand le prix augmente. Donc, pour calculer cette élasticité prix-demande, il convient de diviser la variation de la demande en pourcentage par la variation du prix en pourcentage. Donc, l'intérêt de cette élasticité, de cet indice pour le producteur est de savoir s'il peut augmenter le prix de son bien sans que cela n'affecte trop le niveau des quantités demandées. Alors, il y a plusieurs situations. Si cette élasticité prix-demande est inférieure à 0, ça veut dire que la demande baisse quand le prix augmente. Ou on peut dire que la demande, quand le prix augmente, la demande baisse. Donc, il s'agit de la situation normale de pratiquement tous les produits. Maintenant, si cette élasticité prix-demande est supérieure à 0, ça veut dire qu'elle est positive. Ça veut dire que la demande augmente avec le prix. C'est-à-dire que même si le prix augmente, la demande continue d'augmenter. Donc, ça correspond à deux types de biens. Tout d'abord, un bien Giffen. En fait, c'est la théorie de Robert Giffen. C'est un type de bien, ça concerne essentiellement les produits de première nécessité. C'est l'exemple typique du pain, c'est-à-dire même si le prix du pain augmente, comme c'est un produit de première nécessité, la demande va suivre l'augmentation du prix, elle ne va pas diminuer parce que le prix augmente. Maintenant, pour un bien de Veblen, c'est la théorie de Thorsten Veblen, ça correspond aux produits de luxe. Donc, quand le prix augmente, la quantité augmente. Il s'agit de l'effet Veblen ou l'effet de démonstration. Alors, l'exemple type, c'est le parfum. Le parfum qui peut être, quand le prix est faible, le consommateur peut percevoir le parfum comme ayant un positionnement bas de gamme, alors que traditionnellement, le positionnement des parfums est haut de gamme. Donc, si le prix est trop faible, le consommateur peut le percevoir comme un produit de qualité inférieure et ne pas adhérer à ce prix qui est trop faible parce qu'en fait, il n'est pas démonstratif d'un certain statut, puisque le prix, le positionnement de produit correspond aussi à la notion de statut. Donc, je reprends, pour l'élasticité prix-demande positive, ça veut dire que la demande augmente quand le prix augmente. Et donc, ça correspond à deux types de produits, les biens Giffen, c'est-à-dire les produits de première nécessité comme le pain, ou un bien de Veblen, c'est-à-dire c'est une position un petit peu particulière, c'est sur les produits de luxe. Maintenant, quand cette élasticité prix-demande est comprise entre -1 et 1, ça veut dire que la demande varie peu quand le prix varie. C'est le cas des produits de première nécessité. Bien que le prix augmente, la consommation se maintient car il existe peu de produits de substitution. Et on peut dire aussi que c'est le cas des dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses contraintes, les loyers, les contrats d'assurance, les abonnements de téléphone, etc. Si l'augmentation, si le prix augmente, on va quand même maintenir ces dépenses parce que ce sont des dépenses contraintes dont on ne peut pas se passer. Maintenant, en ce qui concerne l'élasticité forte, un petit changement du prix va entraîner un grand changement de la demande. Alors, petit point d'attention,
il est possible que la consommation d'un bien ou d'un service varie non pas parce que le prix du bien en question a changé, mais parce que le prix d'un autre bien ou service a changé. Bien. Maintenant, on va voir la notion d'élasticité croisée. L'élasticité croisée mesure la variation relative de la quantité demandée d'un bien par rapport à la variation relative du prix d'un autre bien. Elle permet de connaître l'importance de la substituabilité entre deux biens entre eux ou de mettre en évidence leur complémentarité. L'intérêt pour le producteur est de savoir s'il peut augmenter le prix de son bien sans que le consommateur ne se tourne vers des produits substituables. L'intérêt est de savoir si son bien peut être affecté par la hausse du prix d'un bien complémentaire au sien. Alors, pour calculer l'élasticité croisée, on divise le taux de variation de la demande d'un bien A par le taux de variation du prix d'un autre bien B. Bon, maintenant, on va voir comment on fait pour dépasser l'intensité de la concurrence sur un marché. Alors, il y a deux grandes stratégies pour dépasser l'intensité de la concurrence sur un marché. Tout d'abord, il y a l'innovation. Alors, une innovation consiste à introduire sur le marché un bien ou un service nouveau qui va conférer à la firme un monopole tantôt temporaire puisqu'elle sera la seule à proposer ce produit. La différenciation par l'innovation consiste pour une entreprise à proposer sans cesse de nouveaux produits, de proposer des produits toujours plus performants, de meilleure qualité et répondant à des nouveaux besoins. Alors, il faut savoir que l'innovation peut être protégée par un brevet qui remet en cause la libre entrée sur le marché. C'est-à-dire qu'une fois que vous proposez un produit qui a une spécificité, les autres, dans la mesure où cette spécificité est protégée par un brevet, les autres ne peuvent pas s'approprier, ne peuvent pas développer de la même façon cette spécificité que vous aurez développée. Donc, un brevet est un titre de propriété d'une invention qui protège pendant 20 ans l'exploitation de l'invention. L'innovateur peut le vendre, le louer ou l'exploiter lui-même. Alors, on va quand même prendre un petit exemple, le marché des montres connectées, la situation du marché des montres connectées. Donc, les montres connectées permettent aujourd'hui de suivre l'activité sportive et la santé. Et en fait, le suivi de l'activité sportive et de la santé, c'est une innovation par rapport à ce que proposaient les montres avant. Donc au départ, il y avait juste un fournisseur qui proposait des montres connectées, qui proposait le suivi des paramètres de santé, sauf que au fur et à mesure, la plupart des producteurs de montres connectées intègrent cette innovation, si bien que le prix des montres connectées ne cesse de baisser sur ces dernières années. Et en fait, finalement, les montres connectées ont proposent presque toutes les mêmes services, sauf que le prix est nettement inférieur aujourd'hui pour un produit similaire. Alors, quel est l'impact de l'innovation sur la consommation? Donc, l'innovation va constituer une différenciation, puisque ça veut dire qu'en fait, le produit va apparaître comme étant différent du produit initial, différent du produit de base. Donc, ça veut dire qu'en fait, il introduit une différence par rapport au produit de la concurrence. Donc, les stratégies de différenciation vont être bénéfiques pour le consommateur parce qu'il va profiter de produits nouveaux qui intègrent davantage de technologies et répondent à de nouveaux besoins. Dans un second temps, une fois que l'innovation se diffuse et que certaines entreprises vont se mettre à imiter ces innovations, le consommateur va bénéficier également de la baisse générale du prix de ces produits. Donc ça veut dire qu'en fait, sur l'innovation, on a deux aspects positifs pour le consommateur. D'une part, une amélioration de la qualité, de la technicité des produits, puisqu'ils vont
intégrer plus de technologies et répondre au mieux à ses besoins, mais aussi, une fois que cette innovation va se diffuser, le consommateur va pouvoir bénéficier de la baisse des prix de ses produits. Donc, on a deux impacts sur la différenciation par l'innovation. Maintenant, la différenciation tout court. Alors, c'est une stratégie qui consiste à proposer une offre différente de celle des concurrents. Donc, pour mettre en œuvre cette différenciation, elle peut se faire par l'innovation, comme on l'a vu juste précédemment, c'est-à-dire on innove, on différencie parce qu'on innove en proposant de nouveaux produits que ne proposent pas encore les concurrents. Mais on peut également proposer un produit d'une qualité supérieure à celle offerte par les concurrents. Donc ça veut dire que, en termes d'effet, les entreprises vont se retrouver dans une situation proche du monopole parce qu'elles vont être les seules à proposer ce produit qui n'est pas comparable à la concurrence. C'est-à-dire que une fois que la différence sera mise en œuvre, la concurrence, ce produit va bénéficier d'une exclusivité en quelque part. Ça veut dire qu'en fait, il sera le seul à avoir cette qualité qui sera supérieure à celle, à l'offre des concurrents. Alors ça, c'est un monopole temporaire qui va permettre aux entreprises qui proposent cette différenciation de pratiquer des prix plus élevés que s'ils étaient en situation de concurrence. D'accord? Ce monopole est temporaire parce que traditionnellement, la concurrence intègre assez rapidement cette évolution de produits, ce qui fait que finalement, les produits à terme se retrouvent tous d'une qualité plus ou moins équivalente. Alors, la différenciation, elle peut être réalisée par une stratégie marketing, c'est-à-dire une marque particulière avec une publicité particulière qui rend véritablement le produit différent de ceux des concurrents. Et dans ce cas, il peut y avoir deux possibilités, deux formes, la différenciation subjective ou apparente, c'est-à-dire que la marque est bien visible, le logo, l'emballage, les services liés au produit, le service après-vente et la spécificité du lieu de vente créent cette différenciation subjective. On pense par exemple aux produits bio, où la différence sera marquée de façon claire sur le produit, ou alors il peut y avoir une différenciation objective du produit par l'innovation, le design ou la qualité du produit. Une autre stratégie de différenciation est celle par le haut de gamme et la marque. Alors tout de suite, quand on parle marque, j'ai envie de vous dire, moi je pense par exemple à la marque Lacoste qui propose des produits, des vêtements de qualité sous une marque reconnue. Donc quand on dit Lacoste, automatiquement les gens vont penser qualité supérieure. Alors cette stratégie de différenciation par le haut de gamme et la marque consiste pour une entreprise à proposer une offre spécifique et différente avec des produits haut de gamme et ou met en avant une marque reconnue pour se différencier de ses concurrents. Bien, donc j'en ai terminé de ce chapitre qui était quand même un peu long et qui est réparti sur deux vidéos. Donc je vous ai fait juste un petit nuage de mots avec l'ensemble des notions que nous avons vues, à savoir la notion d'élasticité croisée, de produits substituables, de haut de gamme, de pertinence, d'homogénéité du marché, de demande, d'offre, de concurrence, l'indice IHH, l'innovation, le coût marginal, les barrières, la différenciation, la concurrence pure et parfaite avec l'atomicité, avec les cinq critères qui définissent la concurrence pure et parfaite. Je vous remercie.